Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Retour au Stand. Ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief de Grand Prix. Le Grand Prix du Canada vient de se conclure avec des chiffres, toujours des chiffres, des records. Ce soir, Max Verstappen entre un peu plus dans l'histoire de son sport, de la Formule 1, puisqu'il égale Ayrton Senna au nombre de victoires en carrière. 41 victoires en carrière ce soir pour Max Verstappen, qui s'est donc imposé à Montréal devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Avec moi, mon acolyte de toujours, Clément Bigois. Clément, dans quel état d'esprit es-tu après ce Grand Prix du Canada? On n'a pas vibré, mais il y a des choses très intéressantes. C'est un Grand Prix historique, de toute manière. Un contre rond pour Red Bull, la centième. Ayrton Senna rejoint au palmarès des victoires, ce qui fait que Max Verstappen entre dans le top 5 des pilotes ayant le plus gagné. On a vu une course semi-intéressante. On va donner un petit 12 ou 12,5 sur 20. Ça vaut sûrement pas plus. Ouais. Mais il y a quand même des choses à débriefer. Il y a eu un samedi particulier sous la pluie, il faut le dire aussi. Quelques rebondissements, des stratégies. Il y a eu un petit peu plus de choses, mais on va quand même se dire les choses. On peut faire 22 sur 22 hein, cette année, sauf casse éventuelle. Red Bull est clairement au-dessus du lot, même si le gap sur l'île Notre-Dame de Montréal s'est un petit peu réduit grâce aux améliorations des uns et des autres. Je trouve que tu utilises très bien, en tout cas, c'est parfait. C'est l'objet donc de notre première partie, c'est la question légitime, la question qu'on se pose tous depuis quelques semaines. Est-ce que Red Bull est en mesure de gagner tous les grands prix de la saison? En tout cas, ils sont bien partis hein, avec Verstappen et Perez. En tout cas, seul Verstappen pour le moment. 8 Euh, sur 8. 8 sur 8, exactement. 6-2 en faveur de Max Verstappen. On n'est pas sur une fin de premier set Non, parce que mais ça peut durer, ça va peut-être durer 3-7-0. Hein. Si on était en Grand Chelem, on dirait ça. Mais 8 sur 8 et la domination est exceptionnelle de la part de Red Bull, complètement intouchable. exactement. Alors, tu l'as souligné, le gap entre les Red Bull et les autres écuries, c'est un peu restreint ce soir, mais on constate toujours la même domination, aucune pression, une performance voilà, où il y a peu d'erreurs. Alors, Max Verstappen, c'est un peu fait peur, mais il en arrive à la fin pour vous dire à quel point ils sont en confiance. Voilà, ce soir, un beau cap qui est d'ailleurs passé par Red Bull avec 100 victoires. Ils entrent dans le top 5 des écuries ayant dépassé ce cap des 100 victoires. Voilà, un beau cap de passer pour Red Bull. Est-ce que toi, du coup, pour répondre à la question du début, tu penses que Red Bull peut faire le 22 sur 22? Ouais, clairement, ils ont une telle avance. On va quand même citer un petit chiffre. Le top 5 s'est situé en 22 secondes lors de ce Grand Prix. Il faut relativiser puisque quatrième et cinquième, c'était Charles Leclerc et Carlos Sainz qui ont fait une stratégie à un seul arrêt. Avec un deuxième arrêt, ils auraient été plus proche des 40 ou 45 secondes. Donc ça montre encore que le gap est réel. Il y a cependant des vraies améliorations techniques chez Aston Martin, chez Mercedes, chez Ferrari, et on entend dans le paddock beaucoup de positifs de la part de Sapor de nouveaux pièces, même si c'était au Canada, même si c'est encore un enchaînement de courses qui ne permet pas d'améliorer comme on veut les voitures. On va voir encore en Autriche autre chose sur un circuit totalement différent, mais totalement Red Bull là aussi. C'est même le Red Bull Ring pour être précis. Qui convient bien à Charles Leclerc aussi, mais Oui, certes, avec une pas de même il va voiture. quand même faire, il va falloir faire un pas en avant, mais on a vu encore une fois tout le long du week-end un excellent Max Verstappen qui sait tout faire. La pole le samedi dans des conditions un peu compliquées et là une très bonne gestion, il est parti en tête. Comme tu l'as dit, il y a cette petite frayeur à 4 tours de l'arrivée, mais sans conséquence finalement.
sans conséquence. Il a même bien géré aussi la relance après la safety car. Aussi, c'était un des points à voir dans ce Grand Prix, puisqu'il y a eu une safety car aux alentours du 15 ou 18e tour. Sans problème, là aussi, on le sait. Et au Canada, c'est facile de relancer finalement. Il faut relancer un petit peu après le mur des champions et il arrive pas grand-chose puisque la ligne droite est courte. Ouais, exactement. Max Verstappen qui donc pour sa 41e victoire en carrière offre la 100e victoire de l'histoire du constructeur Red Bull. Avant de te poser une question un peu farfelue, parlons peut-être de Sergio Pérez qui lui est un peu largement en deçà. Ça fait depuis le Grand Prix de Monaco Dans une mauvaise passe. qui est dans une mauvaise passe exactement, Ouais. là où l'année dernière, il était justement dans une très bonne passe. Il avait gagné Monaco, il avait fait plutôt un bon Grand Prix d'Espagne, mais il avait dû laisser passer Max Verstappen, souviens-toi. Exact. Néanmoins, là, il traverse une mauvaise passe. Il finit sixième derrière les Ferrari, sans rythme, après une qualification totalement ratée. Ça fait mal, Sergio Pérez. Là, Ouais, il est aujourd'hui à 69 points de Max Verstappen. ouais, et je pense qu'il va y avoir remontrance. Je pense que l'équipe Red Bull, Helmut Marko, Christian Horner ne va pas apprécier de voir un Sergio Pérez aussi loin, presque ridicule en Q2 le samedi, même s'il a été accompagné de Charles Leclerc. C'est pas quand même le même style puisqu'on sait que Ferrari, il n'y a pas tellement de marge. Mais là, voir finalement que Verstappen n'a plus d'aide, que le championnat, bon bah voilà, est malheureusement joué, mais ça on s'y attendait. Ça va pas forcément plaire à Red Bull. On sait l'importance du deuxième pilote, on sait l'importance de ses points, même si Red Bull a désormais une avance énorme au championnat du monde. On sait à quel point c'est primordial d'avoir un deuxième pilote ou un bis qui bloque peut-être les adversaires, qui sait se qualifier correctement. Et on le voit aussi avec Aston Martin, avec un Lance Stroll qui est trop loin, beaucoup trop loin de Fernando Alonso et qui oblige Fernando Alonso bien, à utiliser 102, 103% de sa voiture. Quand Ferrari, là aussi, il y a moins de marge, mais Mercedes le fait aussi, sauf aujourd'hui avec Russell qui s'est planté. Avec deux pilotes d'un niveau homogène ou pas loin d'être homogène, ça change quand même la donne et ça pourrait être utile quand il faudra faire les comptes. Justement, quand il faut faire les comptes, mais là, Verstappen n'étant pas inquiété, on peut un peu temporiser par rapport à ce que tu dis. Est-ce que c'est pas mis trop de pression aussi, Sergio Pérez? Parce qu'on l'attendait, on s'est dit, va y avoir championnat, va y avoir match, va y avoir fight. Et finalement, le soufflet est beaucoup trop vite retombé. Et le Mexicain s'est peut-être mis cette dose de pression qu'il n'aime pas. Alors que pourtant, il a plutôt bien géré, on le disait. On le sait qu'il est très rapide, mais là, il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs tout le temps. Peut-être qu'il s'est mis cette pression, effectivement, sachant que c'est la première fois où il était en mesure peut-être de rivaliser pour le championnat du monde. Mais je reviens sur ce que tu disais, on va peut-être temporiser un petit peu, parce que pour l'instant, Verstappen n'étant pas inquiété, il ne sert pas à grand-chose pour lutter contre les autres équipes, j'entends. Néanmoins, on attend beaucoup plus de lui dans son écurie, ça c'est clair, et il fait figure de déception. On attend de lui déjà une Q3 obligatoire, un top 6 minimum. Et après, en course, c'est pareil. Il doit se battre pour les 4 à 5 premières places, voire le top 3, le podium, il est censé avoir une voiture nettement au-dessus des autres. Donc, c'est le petit point négatif. Il faut vraiment trouver une petite bête à cette écurie Red Bull intouchable. Intouchable, effectivement. Clément, pour finir sur notre partie Red Bull, voilà, une petite question comme ça. Max Verstappen, 41 victoires avec l'écurie. Sébastien Vettel, 38 victoires avec l'écurie Red Bull. Est-ce que Verstappen est le meilleur pilote de tous les temps dans l'histoire de Red Bull? Sachant qu'ils ont tous les deux dominé la F1 pendant des années. Je répondrai oui au mois de septembre prochain, quand Verstappen décrochera son 3e titre mondial. Alors, il sera bien évidemment devant, puisqu'il est devant en termes de victoire, mais il sera devant en termes de championnat du monde. Et là, le gap sera très grand entre les deux. Et la réponse au Japon ou à peu près Oui, peut-être un petit peu avant même. Monza, peut-être. Oui, peut-être. On verra bien.
Allez, on passe à notre deuxième partie consacrée aux poursuivants de Max Verstappen, ceux qui essayent d'aller le chercher, mais qui n'y arrivent pas encore parce que le gap est tellement grand. On parle bien sûr des Aston Martin ou de l'Aston Martin de Fernando Alonso et des Mercedes qui vraiment performent depuis Barcelone, qui montrent beaucoup de choses positives. Voilà, à la fin c'est ce qui a été souligné notamment dans Formula One après les Grands Prix. Il n'y a eu que 9 secondes d'écart entre Verstappen et Alonso lorsque les deux sont passés sur la ligne. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner ce soir que le gap s'est réduit ou alors, oui, il faut aussi enchaîner avec le fait que Aston Martin et Mercedes ont beaucoup plus de rythme qu'avant et qu'il y a des progressions, notamment au niveau avec les évolutions. Je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est un circuit court, 1 minute 20 en moyenne, avec quand même des longues lignes droites. Donc, ça ne permet pas forcément, avec en plus le trafic, d'avoir des écarts énormes. Mais sur les datas des différentes écuries, on voit qu'il y a un écart qui s'est légèrement réduit grâce aux différents packages des écuries. Donc, oui, il y a quand même un petit peu moins d'écart, un petit peu moins de gap entre Red Bull et les autres. Je pense que la voiture de Red Bull, de toute façon, est la mieux née de tout le plateau. Ça, c'est clair, net et précis. Et finalement, eh bien, c'est aux autres écuries d'amener des améliorations. C'est ce qu'elles font. On sait à quel point le travail dans le simulateur est important et on imagine que tous les troisièmes pilotes surtout le troisième pilote, puisqu'en ce moment, il n'y a pas trop de temps pour passer du temps à l'usine, mais se démènent comme des chiens pour trouver la meilleure option possible. Et on verra en Autriche ce que cela donne ou après dans les autres Grands Prix. Mais je vois, oui, pour l'instant, un petit écart qui se réduit. Et bon, voilà. Ça se joue aussi sur les premiers tours, mais sur les premiers tours, la Red Bull est tellement rapide. Et c'est peut-être là on le sait, les consultants le disent qu'il faut mettre la pression au départ parce que je vois pas comment ils peuvent être battus en qualification. Donc c'est vraiment à Mercedes, Aston Martin, puis peut-être à Ferrari de mettre la pression sur les premiers tours parce que dès que Verstappen est devant, voilà, il est parti et basta. Mais justement, dans les prochaines semaines, on peut penser que cet écart peut encore plus se réduire avec des circuits comme l'Autriche et la Hongrie, qui sont des petits circuits où ça va très vite. Ouais, circuit quand même révélateur. Ouais. Circuit révélateur, ça va vite, ça tourne quand même beaucoup aussi. On va voir ça. Ça va être intéressant de voir si on peut amener un petit peu de piment dans cette lutte, même si on en a eu un tout petit peu entre Alonso et Hamilton, Russell ayant eh bien, cassé la voiture beaucoup trop tôt. Il a été hors du coup, hors du combat. On a quand même besoin d'un combat. Si Verstappen est devant, on aimerait quand même voir Hamilton, Alonso, Perez, Leclerc, Sainz. On aimerait vraiment que ça se batte pour les deux à 5e place. On n'en voit pas assez du combat. Et justement, dans ce petit package de pilotes, aujourd'hui, à la fin de ce Grand Prix du Canada, comment positionnes-tu quelle hiérarchie fais-tu? Est-ce que tu vois, c'est Alonso et l'Aston Martin qui sont encore au-dessus des Mercedes ou les Mercedes avec leur évolution ce week-end ont pris un peu le dessus sur l'Aston Martin? Non, je pense qu'Aston Martin reste un tout petit peu devant. Ouais. On était sur du 55-45. On va dire que c'est du 53-47. Et j'ai quand même envie de voir Ferrari puisque on a entendu Charles Leclerc parler de bon feeling avec la voiture, de journée positive, d'un dimanche positif. On a envie de voir ça quand même. Même s'il faut, c'est de la communication et qu'on met un peu de la pression sur telle ou telle écurie. On a des bons retours. On va quand même suivre dans les jours à venir les retours de la presse italienne, de la presse britannique concernant Aston Martin, Mercedes et même Ferrari, puisque bien sûr les presses F1, les sites spécialisés s'en donnent à cœur joie pour donner toutes les infos. Et pour conclure sur cette partie, en termes de points, véritablement au classement pilote, Alonso, qui n'est plus très loin
de Sergio Pérez pour la deuxième place au classement mondial. Alonso qui a 107 points et Pérez à 126 points. Donc, c'est vraiment, ou bien alors à Non, 117, 117, 117, 117. ouais, c'est ce que je me dis. 9 petits points 9 d'écart. petits points d'écart ce soir entre Fernando Alonso, Sergio Pérez et Fernando Alonso. Lewis Hamilton qui a 102 points. Donc, nous avons les 4 premiers qui sont au-delà En un Grand Prix. des 100 points. Voilà, cette deuxième place pour l'instant, elle est challengée. Il y a du. Elle est challengée, mais il y a ce manque de fight sur la Ouais. piste. Finalement, les uns prennent les points des autres quand il y a une erreur le samedi. On a des grands prix qui sont quand même assez irréguliers sur l'ensemble du week-end. On aimerait vraiment que il y ait des samedis et des dimanches réussis. Et finalement, on voit des samedis ratés pour Sergio Pérez et ça coûte énormément pour la course du dimanche. Et c'est le cas pour Ferrari qui partait 10 et 11. On va en reparler dans les tops. Ils font partie de mes tops puisque la remontée a été soulignée et distinguée. Et il y aura beaucoup de points à aller chercher d'ailleurs en Autriche dans une quinzaine de jours, puisqu'il y a une course sprint. La Plus double, Exactement. double kiff. Allez, on passe à nos traditionnels top et flop. On va commencer par ce qui est positif. Et tu viens de le teaser, alors autant continuer sur notre lancée, puisque Ferrari fait partie de tes tops. Et bon Dieu, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Ouais, alors c'est même autre chose, c'est la stratégie Ferrari qui fait partie des tops. Oui. Eh oui, puisqu'ils ont tenté le pari de ne faire qu'un seul arrêt au moment de la safety car. Les autres écuries sont rentrées. Les stratèges de Ferrari qui avaient été grimés en clown depuis certains temps, eh bien, ont décidé de frapper un coup, de tenter un coup de poker qui s'est avéré positif puisqu'ils ont eu du rythme, ils ont eu une piste clean, comme l'a expliqué Frédéric Vasseur au micro de Canal+. Et eh bien, ça leur a fait économiser un arrêt. Ils se retrouvent quand même à une vingtaine de secondes de Verstappen, à 22 secondes pour être exact, et à une douzaine de secondes dizaine de secondes du podium à peu près. Mais il y a quand même du positif. On a entendu les pilotes être contents du feedback. Il y a quand même ce petit regret du samedi avec un Sainz qui ne méritait pas forcément d'être en Q3. Je te tease pour la suite. Et un Charles Leclerc qui n'a pas le droit de s'arrêter en Q2 et ça te coûte. Alors même s'ils sont partis 10 et 11 et qu'ils ont tous les deux fait plus 6, ça fait du bien de les voir à cette place-là. Malheureusement, quand on est Ferrari, on ne peut pas se contenter d'une 4e et 5e place. Bien sûr, mais en tout cas, effectivement, c'est un beau coup de poker en gardant les médiums. Ils ont très bien géré les médiums. Là où, dans les derniers Grands Prix, ils avaient du mal avec la dégradation des pneus, là, ils ont une piste clean comme Frédéric Vasseur l'a bien souligné. Et ça leur a réussi. Et ben voilà, il faut pas rester que sur des échecs. Et Ferrari, ça, voilà, on observe une nette progression et c'est une logique de les voir dans tes tops. Le deuxième top, on a le même. Je te laisse argumenter sur le pilote thaïlandais qui a été rapide. The Driver of the Day, d'ailleurs, le pilote du jour, Alex Albon, effectivement, mérité. Il finit 7e. Voilà, on sait que la Williams a une belle vitesse de pointe. Toujours. Elle l'a toujours eu depuis le début de la saison. Et cette Williams, il sait s'en servir. On sait que c'est un pilote qui a beaucoup de talent. Il est passé par Red Bull. Voilà, depuis son retour en Formule 1, il montre vraiment de très belles choses. Et quand il peut marquer des points, il le fait. Et pourtant, Dieu sait que son écurie est certainement la plus faible du plateau. Ça se discute encore avec AlphaTauri. Ça se discute avec AlphaTauri, effectivement. Et lui aussi est tout seul, puisqu'il n'y a pas de concurrence. Malheureusement, le rookie Logan Sargent est un peu en deçà. Il a abandonné encore ce soir. Donc, félicitations à Alexander Albon qui marque de très beaux points et on sait que les points sont importants au bout du compte. Donc, voilà, il fait preuve d'une belle maturité, il sait défendre, il sait attaquer, il sait utiliser cette Williams et voilà, dès qu'il peut marquer les points, il est là. Donc, à voir dans les prochaines semaines si une opportunité s'offre à lui. On sait qu'il est très rapide, il est très bon en qualification. C'est le bon mot. Moi, c'est un opportuniste. C'est qu'il sait dans les bons moments frapper fort, prendre les points
quand il faut. Ces points-là là, de ce week-end de Montréal vont compter pour, de mémoire, voir Williams passer de la 10e à la 9e place au championnat constructeur. On le sait à quel point ça rapporte entre 8 et 10 millions chaque place. Donc, c'est très, très important. Et voilà. Et puis, Ocon s'est cassé les dents. S'est cassé les dents de nombreux tours. Et il expliquait, oui, il y a c'est très lent dans les courbes, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Et dans le fameux dernier secteur où le DRS est à déclencher, il n'a jamais réussi après le fameux virage lent, un peu style Monaco, où il faut faire un presque 360. Il n'a jamais réussi à ressortir correctement des échappements d'Alexander Albon. Bravo à Alex Albon pour ce top 10. Effectivement, on passe à nos flops et il va peut-être neiger demain puisque Ferrari dans les tops et George Russell dans les flops. C'est ton flop, voilà, de Mr. Consistency qui cette fois-ci a Ça abandonné. charrie un petit peu, mais pas le choix, hein. Il est le seul de ce Grand Prix à avoir fait la faute. On va y revenir. Il y en a deux autres qui ont fait une faute, mais bon, ça c'est plus de la faute de bêtise. Mais George Russell a tapé. George Russell a mis des débris partout. Il a cependant relancé un petit peu l'intérêt de la course avec une safety car. Il a été obligé de de remettre la voiture au stand et d'arrêter la voiture à une quinzaine ou une vingtaine de tours de l'arrivée. Moi, je pensais vraiment qu'il pouvait pas reprendre puisqu'il avait tapé fort et il se peut que la suspension arrière n'est pas tenue ou la boîte de vitesse peut-être. C'est peut-être plus crédible. Voilà, la faute de Monsieur Consistency qui ne savait pas en faire. Il en a fait, il va apprendre, il s'est excusé. Ça lui arrive pas souvent ces fautes-là. Il est parti s'excuser tout de suite à son box. Dont acte, il va devoir se racheter en Autriche dans 15 jours et rattraper ses gros points. Il doit des points à son écurie. C'est dommage en plus parce qu'il était bien remonté, hein. Il était 8e, il repartait du coup dernier. Bon, c'est dommage pour George. Voilà, les erreurs, ça arrive. Malheureusement, en F1, ça peut coûter cher, mais là, cette fois-ci, c'est George qui s'en est. En revanche, toi, tu nous surprends avec un de tes flops, mais pas l'autre. Oui, peut-être qu'on peut parler de ton deuxième flop et après on transite avec le mien du coup. Allez, alors toi tu as choisi un tandem, tu les as mis à deux en même temps. Alors c'est un fait de course, dû à un fait de course. On parle bien sûr de Nick De Vries et Kevin Magnussen qui voilà qui se sont accrochés et qui sont partis tout droit dans la même direction. Ah oui, mais alors le problème c'est que la piste était à droite et que eux sont partis dans l'échappatoire. Je savais pas Je ne sais pas. On est sur une île, ils étaient peut-être partis à la pêche. En peut-être. tout cas, ils sont partis à la pêche au moule, ça c'est Les sûr. Danois aiment. Mais alors les deux, à se retrouver côte à côte, à ne pas savoir tourner, ni à savoir freiner, à se retrouver, à faire marche arrière, à passer. Alors, on les voyait, ils étaient en complète difficulté. Non, ils ont été pathétiques les deux. Ouais, Je suis désolé, mais voilà, on peut tout dire. Là-dessus, ils se sont complètement foirés. Ils ont fini très loin dans le peloton, à des anecdotiques 16, 17 ou 18e place. Comme ces Ils méritent totalement leur flop puisqu'ils nous ont à moitié fait rire parce que, bon, voilà. Il fallait bien nous faire rire à un moment donné parce qu'on s'ennuyait, mais non, comme tu dis, voilà, ils sont pathétiques. Nick De Vries, voilà. Attention, Nick. Oui. Attention, Nick, il va y avoir quelques grands prix en Europe. On sait que Daniel Ricciardo a un baquet qui est moulé. Attention aux Hollandais pour les prochaines semaines. Ça pourrait mal se finir et ça pourrait surtout finir à la maison, à peut-être retourner en Formule E. Ouais, bah moi, c'est un de mes flops. Je le mets tout seul, hein, je mets pas Kevin Magnussen. Parce que voilà, Nick De Vries, il est décevant depuis le début de la saison. Voilà, il avait fait des étincelles avec une Williams en 2022 pour dépanner. On savait qu'il était talentueux, on attendait beaucoup de lui. Tu l'avais même placé en haut de ta liste au niveau des rookies. Meilleur rookie. Je pense que tu vas perdre ton pari. Et je vais devoir rester du coup. Alors, attendons, parce que moi j'avais mis Charles Leclerc champion, donc je suis pas mieux. Voilà, mais non, il se peut qu'après la Belgique, après la trêve, on ait un changement dans l'écurie AlphaTauri et que Yuki Tsunoda se retrouve avec un autre coéquipier beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus fort que Nick De Vries.
Donc voilà, Nick De Vries, il est en grand danger. Il fait rien pour améliorer sa situation. Et ça fait quelques semaines que c'est la même chose, c'est le même constat. Donc il mérite encore une fois d'être dans les flops. Ton dernier flop, il concerne la journée du Samedi. samedi et on sait à quel point ça t'a irrité. Ouais. Et je m'ajouterai à ce flop en rajoutant un petit argument, un petit tac qui me fait plaisir au commissaire. D'accord. Alors, mon flop, c'est Carlos Sainz. Donc, ça va peut-être Pas pas pour sa vous course du bousculer. dimanche. Non, pas pour sa course du dimanche, parce qu'il est cinquième et il est comme Charles Leclerc. Il a bien géré ses pneus, etc. Non, pour sa séance de qualification désastreuse, calamiteuse, Dangereuse dangereuse. pour la continuité des Des rimes. adjectifs, exactement. Non, mais il a gêné Pierre Gasly, il a ruiné le week-end de Pierre Gasly. Et Pierre Gasly qui s'est retrouvé dans les bas-fonds du peloton. Voilà, il avait déjà gêné Alex Albon pendant les FP3, ce qui avait d'ailleurs provoqué la colère d'Alex Albon très, très logiquement. Et là, il recommence et réitère avec Pierre Gasly, mouvement très dangereux. Si il avait continué, Pierre Gasly était dans le mur ou ça aurait pu être très grave comme accident. Et il ruine le temps. Enfin, Pierre Gasly est en train de faire un temps où il aurait Top pu. 6, Il est clairement. déjà en Q3 sûr et top 6 peut-être. Donc voilà, il mérite d'être dans les flops. Il a été pénalisé de 3 places sur la grille Seulement. seulement, et c'est pour ça aussi qu'il est dans les flops et que peut-être du coup tu vas mettre les commissaires parce que on se dit qu'il aurait dû prendre 6 places de pénalité. Moi, je trouve de base que de toute façon, le -3 est beaucoup trop gentil. Mhm. Comme tu l'as dit en début d'argumentaire, il a ruiné le week-end de Gasly, puisque Gasly n'a même pas passé en Q2, Non. alors que Sainz est allé jusqu'à la 8e place, il a été en Q3. Moi, je pense que ça devrait être réglé très très vite. Je suis désolé, c'est un peu comme la VAR dans le football ou au rugby. On voit très bien en deux résumés et deux datas ou deux, si tu veux, deux gros plans qui gênent complètement et Albon et Pierre Gasly. Et il doit être exclu de la Q2, il doit prendre la place de Gasly et on met Gasly en Q2. Je sais que dans les textes, ça va être très compliqué, ça peut faire polémique, mais la FIA ne peut pas se laisser berner comme ça. Et je trouve que les -3 places sont beaucoup trop gentils. Il faut taper un peu plus fort puisqu'il va y avoir un jour un drame. On sait que ça se joue à pas grand-chose. On sait qu'à ce moment-là, en Q1, il y a 20 voitures en piste et quand tu es sur un circuit où le tour fait 1 minute 20, il y a des voitures Et je trafique. partout, mais il faut taper fort avant qu'il y ait un gros accident et qu'on débatte finalement sur une émission spéciale de ce qu'on aurait pu faire pour améliorer telle sécurité ou pas. Il faut frapper fort, ça va calmer les pilotes, ça va permettre aux écuries aussi de mettre la pression, de dire là, dégage de la trajectoire. Il faut frapper fort, il y en a marre de ce Et laxisme. alors, selon toi, c'est quoi? C'est une exclusion de la Q2 ou Q3, ça dépend au moment de la qualification, ou alors en termes de place? Non, alors, il peut y avoir des places où, là, en l'occurrence, Gasly n'a rien à faire en Q3, en Q1, pardon, à se finir en Q1 et finalement, Sainz ne doit jamais passer en Q2. C'est, Et le pire dans tout ça, c'est ce qu'on s'est dit aussi au fil, enfin hier soir et encore aujourd'hui, c'est l'attitude qu'il a eue. Et en interview, quand il a dit j'ai été gêné 7 fois pendant la séance de qualification et pourtant je n'ai pas gueulé à la radio. non, c'est pas C'est décevant c'est pas de acceptable. sa part. C'est pas acceptable et encore une fois, bon alors les qualifications se terminent à 23h et on reçoit les notifications à 1h30, 2h du matin. Moi, je suis désolé, c'est pas acceptable que ça prenne autant de temps. On a besoin Je pense à Nico Hülkenberg aussi. ouais, non, on a besoin de résumés pour voir ça. Mm. Ça doit prendre 5 minutes. On sait que c'est une armée mexicaine de commissaires. Parfois, on se demande lequel fait le boulot de l'autre ou lequel regarde le boulot de l'autre. Donc, ça doit être jugé beaucoup, beaucoup plus vite pour les qualifs parce que finalement, on se retrouve avec une grille tronquée. Alors, machin, il a -3, il passe de 8 à 11. Ça fait remonter la personne en 9e place, mais comme il y a une autre suspension, il remonte. C'est un vrai casse-tête à ne plus rien comprendre. On sait qu'ils vont, la F1 et la FOM font tout pour démocratiser ce beau sport, mais rendez-le lisible avec des décisions claires, nettes et arrêtons le laxisme.
arrêtons le laxisme. Et pour finir sur cela, on peut aussi noter ce qui s'est passé avec Fernando Alonso et Lewis Hamilton dans la voie des stands lorsque ces derniers sont rentrés pour piter. Lewis Hamilton qui a clairement coupé la route à Fernando Alonso. Unsafe release, comme on dit Unsafe release, dans le jargon. ce qui aurait pu être également très... Enquête ouverte. Enquête ouverte et pas fermée. de pénalité pour Lewis Hamilton. Mais... En revanche, pour Lando Norris, 5 secondes pour le même fait finalement. Non, pour avoir pas assez ralenti. Oui, pas avoir assez ralenti. Mais là encore, ouais, c'est pas... après la course, il doit y avoir une explication des commissaires sur pourquoi Lewis Hamilton n'a pas eu de sanction. Il faut de la clarté et de la transparence dans les décisions. La communication, effectivement, s'il avait fini entre nos paroles, eh bien, c'est pas plus mal parce que effectivement, les choses doivent changer au niveau de la communication et de la lisibilité de tout ce qui est pénalité. Bien Clément, on peut faire peut-être un petit clin d'œil pour la MotoGP et le podium de Johan Zarco. Oui, c'est le point positif du week-end. Troisième podium de suite de Johan Zarco. En l'absence de FP2, on va féliciter notre autre fleuron français en MotoGP. On sait que Fabio Quartararo va vivre une saison très compliquée, mais bravo au Canois, Johan Zarco, qui se replace 4e au championnat du monde. Il a été monstrueux en course sprint pour échouer au pied du podium. Il a été encore très, très fort en piste avec sa Pramac. Et on vit des très beaux week-ends de sport méca avec le trio Bagnaia, Martin et Johan Zarco. En revanche, on ne dira rien sur Marc Marquez, dont l'attitude a été déplorable tout le week-end. Il a été forfait après sa 5e ou 6e chute le dimanche matin. Il fait partie des flops aussi. Il fait partie des flops. Bien, c'est la fin de notre épisode débrief du Grand Prix du Canada. Pas de Grand Prix le week-end prochain. Rendez-vous le 2 juillet, le week-end du 2 juillet pour le Grand Prix d'Autriche. Sur le Red Bull Ring avec une course sprint, donc ça va être un week-end intéressant, des gros points à prendre, et puis comme on a dit, voir les évolutions des Aston, des Mercedes et des Ferrari pour aller challenger un peu plus haut et réduire le gap avec les Red Bull. 101 et 42, c'est ça normalement les chiffres du prochain débrief. Oui, peut-être. Mais enfin, on espère pas pour les spectacles. On se donne rendez-vous dans 15 jours. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Allez, ciao, bonne soirée.